Dans ce premier podcast du module apprentissage statistique de données biologiques, on va simplement poser le cadre pour l'ensemble du module de ce qu'on entend par apprentissage statistique et commencer par rappeler les méthodes que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vues dans des modules antérieurs pour faire de l'apprentissage. Et on verra que la déclinaison statistique de ce mot, c'est la régression, donc on va aborder juste des rappels sur de la régression. Je profite de ce premier podcast pour fixer un peu la façon dont on va fonctionner avec ces présentations. Je vais travailler toujours avec un support PDF que vous avez à disposition et que vous avez là sous les yeux. Et puis, comme la présentation prendra la forme d'un tutoriel, j'irai régulièrement basculer vers RStudio. Et dans RStudio, j'ai préalablement chargé un script que vous avez aussi à disposition, qui s'appelle session1.r en l'occurrence, dans lequel j'ai mis des commandes R, et je vais exécuter progressivement ces commandes R au fur et à mesure où la séance avancera. Donc j'aurai l'occasion de revenir plusieurs fois sur ce fichier de commandes. Je vais revenir sur mon diaporama. En m'arrêtant un petit peu sur le mot apprentissage statistique, et sans doute un mot un peu nouveau par rapport à ce que vous avez vu précédemment, le mot apprentissage est assez récent dans la communauté statistique. Il est emprunté à des méthodes qui sont plutôt de l'ordre de l'algorithmique ou de l'informatique. L'idée qui se cache derrière ce mot, c'est, quand on parle d'apprentissage, c'est d'apprendre à partir de données sur la relation qui existe entre une variable d'intérêt et puis des variables explicatives. Donc présenté comme ça, ça ressemble librement à des choses que vous connaissez qui sont de l'ordre de la régression, et en effet, l'apprentissage statistique s'apparente à de la régression. D'ailleurs, on va trouver aussi les problématiques de prédiction, hein, et plus particulièrement lorsque l'on veut prédire l'appartenance à un groupe, on va parler de machine learning. Mais derrière le mot apprentissage, il y a aussi l'idée que finalement, même s'il y a un support mathématique pour mettre en œuvre les méthodes, l'aspect algorithmique nécessaire pour aborder des questions complexes, parce que les variables explicatives peuvent être très nombreuses, donc en gros volume, peuvent être structurées comme par des courbes, des choses comme ça, des images. Donc cette complexité algorithmique fait qu'on va plutôt utiliser le mot apprentissage pour se différencier de la régression un peu traditionnelle. Donc en fait, l'apprentissage, c'est une sorte de... Le mot apprentissage, en tout cas, c'est une sorte de mise à jour du mot régression pour aborder des problématiques un peu plus complexes. Donc dans notre cas, dans le cas de ce module, on va voir les questions d'apprentissage à travers un prisme particulier qui est la confrontation à des problèmes dans lesquels il y a des données biologiques. Pas forcément agronomiques, pas forcément agroalimentaires, des données biologiques au sens large. Vous verrez que les méthodes que l'on voit là, elles sont transversales, on peut les appliquer dans beaucoup de domaines d'application. Mais évidemment, moi je vais avoir par mon expérience, je vais avoir plutôt envie de les illustrer avec des données biologiques. Avant de rentrer dans le détail de ce module, je vais juste en rappeler les objectifs pédagogiques. L'objectif général, c'est que vous développiez une expertise dans le domaine de l'apprentissage ou dans le domaine des modèles de régression pour des problématiques en biologie. Alors, cette expertise, elle est complémentaire d'une expertise préalable que vous avez en modèle de régression linéaire, par exemple, pour aborder des questions un peu plus compliquées, dans lesquelles les effets peuvent être non linéaires, voire ne pas rentrer dans un cadre paramétrique particulier. Donc on parlera de modèles de régression non paramétriques. On verra la plupart du temps, enfin pas dans ce podcast-là, mais dans les suivants, des situations où le volume des données sera important. Donc on abordera des questions d'apprentissage lorsque les variables explicatives sont obtenues à partir d'instruments qui génèrent des données à haut débit. Par exemple des spectromètres, par exemple des imageurs, enfin des choses comme ça. On insistera fortement
sur les critères permettant d'argumenter le choix d'une méthode ou le choix d'un modèle plutôt qu'un autre. Et puis vous verrez que, à force d'être confronté à ce type de situation, vous développerez aussi une compétence particulière pour l'analyse de données fonctionnelles. Donc ça, c'est plutôt sur la fin du module, mais l'idée c'est que ces données là qui prennent de plus en plus de place dans les sujets de stage ou dans les emplois sont de type courbe ou image, ou en tout cas structurées dans le temps et l'espace, ou structurées selon des longueurs d'onde ou des choses comme ça. On appelle ça en mathématiques des données fonctionnelles. Un point important pour moi sur l'équilibre entre le contenu mathématique du cours et puis les compétences en matière d'application des méthodes, j'essaye de faire en sorte de réduire les arguments mathématiques à l'essentiel, l'essentiel étant défini par ce qu'il faut savoir pour piloter les commandes de R permettant de mettre en œuvre les méthodes. Donc les commandes de R, vous verrez que elles vont avoir quand les méthodes sont compliquées, elles vont avoir un certain nombre de paramètres qu'il faut absolument avoir compris, et il faut absolument avoir compris comment est-ce qu'on les manipule, comment est-ce qu'on sort de l'option par défaut pour tirer le meilleur de ces fonctions. Mais pour comprendre ça, ça passe forcément par un peu de théorie statistique. Mais l'idée, l'objectif, c'est quand même que vous soyez capable de mettre en œuvre dans R de manière experte, c'est-à-dire pas en faisant du clic-bouton, mais en argumentant le choix de vos fonctions de R et comment est-ce que vous les paramétrez. Donc à la fin, vous serez évalué sur les compétences suivantes: la capacité à implémenter des méthodes pour faire de la régression en grande dimension, la capacité à fournir les bons arguments statistiques pour comparer des procédures d'apprentissage, la capacité à évaluer des performances de prédiction d'un algorithme d'apprentissage, et puis évidemment, en transversal à tout ça, la capacité à mettre en œuvre, donc l'agilité à utiliser tout ça dans un logiciel. Alors, le logiciel en question sera R, même si l'expérience montre que quand vous savez le faire dans R, vous trouvez facilement l'équivalent dans Python pour le mettre en œuvre aussi avec l'autre logiciel aujourd'hui un peu concurrent, même franchement concurrent, pour les problématiques de sciences des données. Alors les prérequis. On fera en sorte que, de toute façon, de répondre à toutes les questions, bien entendu, même si vous n'avez pas complètement tous ces prérequis, mais on suit ce module de manière confortable si l'on est à jour sur les questions de régression linéaire en particulier, si on a déjà vu et si on a compris comment ça fonctionne une méthode d'ajustement par la méthode des moindres carrés, si on a entendu parler de critères de qualité d'ajustement de modèle comme le R2, ou des critères d'information comme le critère d'Akaike, AIC, ou le BIC, lorsque l'on est à l'aise avec les tests d'hypothèse, et en particulier le test de Student, le t-test et le test de Fisher, et puis lorsque dans R, on a déjà vu des formules de modèle de type y tilde x ou y tilde x1 plus ou multiplié par x2, etc. etc. Donc il y a vraiment cet aspect connaissance un peu initiale dans les modèles de régression, et évidemment en général dans les modèles de régression linéaire, mais nous on va aller au-delà du linéaire, mais il faut au moins connaître un peu ça de manière correcte. Donc pour évaluer les connaissances acquises pendant ce module, l'évaluation prend la forme d'un examen écrit d'1 heure dans lequel tous les documents sont autorisés. Alors, on va donc aborder ce module en revenant sur un peu le sous-jacent statistique, mathématique de l'apprentissage, qui est la modélisation par la régression. Donc les modèles de régression. Je vais faire juste une petite mise en perspective par rapport à l'histoire de ces méthodes-là. Ça m'intéresse toujours de la faire, cette mise en perspective, parce que ça permet de se positionner par rapport à la naissance de ces méthodes-là, et surtout de constater qu'en fait, même si les outils les outils informatiques en particulier se sont beaucoup développés, ça n'a pas changé les objectifs des scientifiques qui travaillent avec ces méthodes-là. Donc ces méthodes sont nées à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle,
le- on attribue souvent la paternité du mot régression à Francis Galton. Francis Galton a travaillé plus tard avec la génération suivante, on va dire, qui était Ronald Fisher et William Gossett. Donc William Gossett que vous connaissez mieux sous le nom de Student. Tous ces gens-là travaillaient dans le domaine de la biologie. Alors Galton était généticien, il s'intéressait plutôt à l'hérédité, l'héritabilité de phénotypes chez l'humain, donc en particulier la taille. Fisher était lui plutôt un agronome, c'est-à-dire qu'il travaillait à la station expérimentale de Rothamsted près de Londres, où il s'intéressait à des questions d'amélioration des plantes, comment est-ce qu'on fait pour améliorer les rendements végétaux, quel est l'impact de la génétique, de l'environnement, etc. Et puis Student, qui était lui plutôt l'ingénieur agroalimentaire, on va dire, puisqu'il travaillait chez Guinness à l'amélioration des produits de Guinness, qui sont donc des bières, en choisissant les meilleures variétés voilà, par des méthodes mathématiques. Alors, ce qui était commun, enfin, ce qui existait déjà à l'époque et qui existe encore aujourd'hui, c'est l'objectif de comprendre des variations à l'échelle macro, donc des phénotypes, pourquoi est-ce qu'on est grand ou petit, pourquoi est-ce qu'on est gros ou maigre, etc., à partir d'un maximum d'informations génétiques, environnementales, etc. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon de mesurer cette information explicative. À l'époque, on avait des mesures en champ, on avait des mesures physico-chimiques, donc on avait assez peu de mesures disponibles. Aujourd'hui, on dispose d'outils, je l'ai déjà dit, des images, des drones, des spectres. On parle aujourd'hui d'images hyperspectrales, enfin de choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus fines, qui permettent d'avoir beaucoup plus d'informations. Et donc, il faut développer des méthodes qui permettent de prendre en compte le maximum de ces informations-là, et c'est l'objet du module que je vous présente. Ce qui a changé aussi, évidemment, c'est la très forte accélération des outils, des puissances des outils informatiques. Donc, je pourrais vous montrer à l'occasion une photo de la grosse calculatrice de Fisher. Ça n'a rien à voir avec le moindre portable que vous avez devant vous pour travailler aujourd'hui. Alors, pour définir ce que c'est de manière complètement générique un modèle de régression, et ce sont les modèles sur lesquels vont s'appuyer, donc comme je l'ai dit, les procédures d'apprentissage statistique, je vais reprendre comme exemple l'exemple un peu emblématique des problématiques de Fisher. Donc, on est dans le domaine de l'amélioration des plantes, on a un rendement de blé, que j'appelle Y. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de comprendre, de maîtriser, voire de prédire. Et je veux le prédire à partir d'un maximum d'informations sur sa génétique, à travers sa variété, sur les intrants chimiques et sur la composition du sol, donc plutôt des informations environnementales. L'ensemble de ces informations explicatives, ces variables explicatives, je les encapsule dans un vecteur que j'appelle X, et qui donc va contenir les informations X1, X2, X3, jusqu'à XP, où P est le nombre de variables explicatives. Donc le modèle de régression de manière générale, ça peut être vu à travers une formule simple que je vais vous décrypter ici. Cette formule la voilà, donc elle dit que la valeur moyenne de Y pour tous les individus qui ont le même profil X, cette valeur moyenne, elle dépend de X à travers une fonction F, et c'est cette fonction F que l'on veut essayer de connaître. Donc cette fonction F, on l'appelle la fonction de régression, et si on la connaît parfaitement, on connaît complètement la relation qui existe entre Y et X. Évidemment, on ne la connaît jamais complètement à l'échelle de la population, puisqu'on l'estime à partir d'un échantillon, et donc c'est pour ça qu'on est amené à faire des hypothèses sur cette fonction F, pour pouvoir espérer l'estimer, faire des tests sur cette fonction à partir seulement d'un échantillon de données. Cette fonction F est d'autant plus compliquée à estimer, évidemment, que le profil X est grand. Alors, ce qui fait la diversité des méthodes que l'on va voir dans ce module, c'est deux choses. D'abord, le fait que Y peut prendre des formes variées, et le fait que la fonction F aussi peut prendre des formes variées. Donc, je vais d'abord m'attarder sur Y. Quand je dis que Y peut prendre des formes variées, on va dire qu'il y a deux grandes familles de méthodes. Il y a le cas où Y est
mesurable sur une échelle quantitative continue. Donc en général, on parle dans ce cas-là du cadre de la régression. Dans ce cas-là, l'espérance, qui est ici l'espérance de y sachant x, donc j'ai dit que c'était la valeur moyenne de y pour les individus ayant le profil x, c'est une seule valeur, c'est une valeur qui est interprétable comme une moyenne conditionnelle, une moyenne restreinte à un groupe d'individus qui partagent le même profil x. Et dans le cas dans l'autre situation, le cas de la classification, y, au contraire, n'est pas une variable quantitative continue, c'est une variable de classe, une variable catégorielle. J'ai considéré de manière générale qu'elle avait k classes ici, y1, y2 jusqu'à yk. Et du coup, cette quantité-là, espérance de y sachant x, c'est plus une valeur moyenne, mais c'est un vecteur qui a autant de valeurs qu'il y a de classes, et les composantes de ce vecteur sont des probabilités de classe, probabilités d'appartenance à chaque classe. Donc pour un individu de profil X, on va se demander quelles sont ses probabilités d'appartenir à la classe 1, à la classe 2, jusqu'à la classe grand K. Donc en apparence, en principe, dans un cadre général, ces deux situations se ressemblent, au sens où on peut toutes les deux les voir comme des cas particuliers de cette équation que j'ai présentée sur la diapositive précédente. Mais en pratique, ce n'est pas les mêmes outils qu'on va utiliser dans R, et ce n'est pas non plus les mêmes outils mathématiques derrière. Donc on va les voir de manière un peu parallèle pour vous montrer qu'il y a des mimétismes de raisonnement quand on est dans les deux situations, mais il y a quand même des cas particuliers, plutôt des raisonnements spécifiques liés à la nature de Y. Mais ça forme vraiment les deux familles les plus générales quand on parle de régression. Ensuite, donc j'ai dit que la diversité des méthodes pouvait aussi être liée à la diversité des formes que peut prendre F. Ce que vous connaissez en général en arrivant dans un module de niveau M2, c'est les modèles de régression linéaire. Alors, les modèles de régression linéaire sont des cas particuliers de modèles paramétriques, c'est-à-dire que la fonction f, on la force à être dans un espace de fonctions connu à partir de paramètres. Si je connais un certain nombre de paramètres, un nombre fini de paramètres, alors je connais complètement la fonction f. J'ai donné ici le cas de la régression linéaire simple où la fonction f c'est β0 plus β1x. Mais le cas suivant, la fonction f c'est β0 fois x à la puissance β1, c'est pas le modèle de régression linéaire simple, c'est un modèle qu'on va dire non linéaire, mais qui reste un modèle paramétrique. Alors, ce modèle s'appelle le modèle allométrique au passage. C'est un modèle qui est utilisé notamment pour modéliser des croissances d'organismes. Donc ça reste paramétrique. Ce que l'on va voir plutôt sur la fin du module, c'est des situations où f est complètement inconnu. Les données ne nous incitent pas à restreindre l'estimation de f dans un espace de fonctions paramétriques. C'est trop petit. La fonction f elle a des variations locales qui sont trop importantes, et qui ne rentrent pas dans un cadre paramétrique. Du coup, on va se contenter de faire des hypothèses beaucoup plus légères sur f en disant que f est une fonction régulière, c'est-à-dire qu'elle est continue, qu'elle est dérivable par exemple. Mais c'est tout. Donc ce cadre-là, on va l'appeler le cadre des fonctions de régression non paramétriques. Ça c'est pour l'ensemble un peu, enfin c'est pour essayer de donner un cadre général sur ce qu'on va faire. Je continue quand même en fixant l'objectif. Cette fois-ci l'objectif, non pas pédagogique, mais l'objectif en termes de statistiques ou de méthodologie statistique. Dans toutes les situations qu'on va voir, il y aura une seule variable à prédire, à expliquer, qu'on va appeler y, qu'on va appeler en anglais la variable réponse, response variable, et il y aura un nombre plus ou moins grand de verbes explicatifs que l'on va mettre dans un vecteur qu'on va appeler petit x, et dont les composantes sont les valeurs des p verbes explicatifs. Et donc, comme je l'ai dit, on veut apprendre une relation entre y et x à travers une fonction de régression. Et pour apprendre cette relation, on va s'appuyer sur des données qui prennent la forme de n observations conjointes indépendantes de x et de y. Donc la question centrale de l'ensemble du module, c'est la question de l'apprentissage, c'est quel est le meilleur modèle,
quelle est la meilleure manière de prédire y à partir des x. Lorsque l'on décortique un peu cette question, j'ai employé le mot meilleur modèle là par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se donner des moyens de comparer des modèles entre eux. Pour désigner le meilleur, il faut que je sois capable de comparer des modèles. Donc comment est-ce qu'on compare la performance de prédiction de deux modèles? Ça va être une sous-question fondamentale. Et on va voir que cette question de la comparaison des performances de prédiction, elle fait intervenir une autre première question, c'est comment est-ce que je fais pour ajuster un modèle, c'est-à-dire trouver l'estimation des paramètres du modèle lorsqu'il y a des paramètres qui font que ce modèle est proche des données. Donc c'est ce que je vais aborder là dans les deux situations de la régression Y quantitative continue et de la classification où Y est une variable de classe, avec des outils de base, de référence, que vous connaissez avant d'entrer dans ce module. Donc on va revoir un peu ces questions-là d'ajustement et on va se mettre un peu à jour là-dessus. Alors, dans chaque situation, je vais introduire un exemple différent. Le premier exemple pour la régression, c'est celui où la variable à expliquer est un pourcentage de viande maigre d'une carcasse de porc. Donc ce pourcentage de viande maigre, il faut le voir juste comme un rendement de production animale. Plus le rendement est élevé, plus l'éleveur est payé cher lorsqu'il vend sa carcasse. Lorsque cette carcasse arrive à l'abattoir, en fait, ce pourcentage de viande maigre n'est pas en tant que tel mesuré, il est prédit à partir d'épaisseurs de tissu, donc d'épaisseurs de gras et de muscles. Et dans les abattoirs français, il y a différents outils qui permettent de mesurer ces épaisseurs de tissu. On verra deux types d'outils. Dans le cadre du podcast d'aujourd'hui, on n'en verra qu'un seul, celui-ci, celui du gauche là. Mais dans les exercices, on verra aussi celui-là. Alors, celui-ci, c'est un appareil qui est manipulé par un opérateur qui perfore la carcasse et qui en extrait à différents sites anatomiques, mais en fait à un petit nombre de sites anatomiques, une épaisseur de gras et une épaisseur de muscle. Donc on va avoir quelques unités, un peu plus qu'une dizaine d'épaisseurs de gras et d'épaisseur de muscle pour prédire le pourcentage de viande maigre. Et puis à droite, ici, on a un appareil plus automatique. Donc j'ai parlé d'appareil à haut débit. La carcasse passe de manière automatique sur un tapis roulant et puis elle est scannée. Et on déduit de ce scan une espèce de profil le long de la carcasse des pourcentages de gras et de muscles au sein de la carcasse. Donc là, on a un profil de variable explicatif qui va être beaucoup plus grand. Alors, pour aborder la question de la régression, pour prédire le pourcentage de viande maigre à partir des X, on va s'appuyer sur le modèle de référence qui est le modèle de régression linéaire multiple, que je rappelle ici. Donc je rappelle juste la manière dont on interprète ce truc-là, l'espérance de Y pour les individus qui partagent le même profil X, c'est la valeur moyenne du pourcentage de viande maigre pour des individus qui partagent le même profil X. Et cette valeur-là, je la décompose de la manière suivante, bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta p xp. Ce modèle de régression linéaire multiple fait donc l'hypothèse que l'effet de x1 il est mesuré par un facteur multiplicatif bêta 1, un coefficient de régression bêta 1. Ça c'est une première chose. Et puis il fait aussi l'hypothèse que les effets s'ajoutent les uns aux autres. L'effet de xp dépend de bêta p qui n'a rien à voir avec la valeur de xp-1 ou de x1, etc. Donc les effets s'ajoutent les uns aux autres. On fait en général des hypothèses sur ce modèle qui permettent d'être réaliste sur l'écart entre les données et le modèle. Donc l'écart entre les données et le modèle, c'est y moins cette valeur moyenne pour les individus qui partagent le profil x. C'est ce qu'on appelle le résidu, epsilon. Et ce résidu, on va supposer qu'il suit une loi normale d'espérance nulle et d'écart type sigma. Donc, deux choses que je voudrais rajouter. Alors, les paramètres introduits dans le modèle, c'est bien les bêta 0, bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta p. Mais bêta 0, je vais le mettre un peu à part parce que ce n'est pas un paramètre d'effet. On peut le voir plutôt comme un paramètre de calage de moyenne. Les paramètres d'effet, ceux qui relient x à y, sont bien les bêta 1, bêta 2, bêta p. On va les mettre dans un même vecteur que j'appelle bêta,
qui a donc P composantes, P éléments. Et puis, un autre terme aussi que j'introduis ici, quand je vais parler d'ajustement d'un modèle, ce que je voudrais dire ici, c'est estimer les paramètres bêta, c'est-à-dire trouver les valeurs des paramètres bêta qui sont telles que ce modèle, cette équation, soit la plus proche possible des données. Alors, pour estimer les paramètres d'un modèle, on a besoin de données, et ce premier podcast me donne l'occasion aussi de fixer les idées un peu sur ce que je vais appeler des données. Dans toutes les problématiques statistiques, et pas seulement dans ce module, des données statistiques prennent la forme d'un tableau à 2 dimensions. En ligne, on a les individus, et en colonne, on a les variables. Donc ici, on aura n individus correspondant à n cochons, et les variables seront au nombre de 12. Il y a 11 variables explicatives, x1, x2 jusqu'à xp avec p égale 11. Et puis, en première colonne, j'aurais mis la teneur en viande maigre, y. On a besoin d'individus sur lesquels on a mesuré conjointement le y et le x. Je bascule pour la première fois dans R, là, pour la première fois de ce podcast. C'est l'occasion pour moi de vous dire que tous les scripts vont commencer un peu de la même manière. Il y a d'abord la déclaration de ce qu'on appelle le répertoire de travail. Donc la fonction setwd fait ça, setWorkingDirectory. Entre guillemets, vous avez le chemin qui mène vers le répertoire de travail. Alors, vous aurez vous à le modifier, hein, parce que ça c'est le chemin que vous avez sous les yeux, c'est un chemin personnel, sur mon ordinateur personnel. Le répertoire de travail, c'est le répertoire dans lequel j'ai mis les données. Alors j'ai même créé moi un sous-répertoire data pour mettre toutes les données. Donc je vais commencer par déclarer ce répertoire de travail. Ensuite, il y a systématiquement une rubrique dans laquelle j'installe et je charge les packages nécessaires pour faire tourner les scripts qui suivent, les commandes qui suivent. Avant d'installer le package, je vous invite vraiment à regarder si vous ne l'avez pas déjà. Moi ici, il est présent, donc je ne vais pas m'amuser à le réinstaller et m'exposer ici éventuellement à des erreurs ou des problèmes informatiques. Il est installé, donc je le garde. Cette commande-là, en général, elle est par contre nécessaire. C'est celle qui consiste à importer dans la session de travail les fonctions du package, en l'occurrence c'est le package nnet. Et là, j'ai pas besoin non plus de la lancer parce qu'il y a un petit coche ici qui indique que cette opération a déjà été faite. Donc j'ai déjà dans ma session de travail les fonctions de ce package. Nnet, ça veut dire Neural Network, donc réseau de neurones. Ce package contient en particulier les fonctions qui vont permettre d'ajuster des modèles de régression logistique multinomiaux que l'on va voir dans la fin de ce podcast. Donc dans un premier temps, juste pour vous montrer, j'importe les données qui s'appellent invasif.txt que vous avez aussi à disposition. Ce sont les données donc obtenues à partir de l'appareil invasif qui rentre dans la carcasse du cochon là, avec les 11 variables explicatives. Donc on a bien 12 variables dans le jeu de données et 60 observations, n égale 60. La fonction str comme structure permet d'avoir une vue d'ensemble du jeu de données, donc 60 observations, 12 variables. Toutes les variables sont quantitatives, numériques, hein, même si les dernières sont des entiers, integer. La première variable, c'est le LMP, donc la variable Y, le pourcentage de viande maigre. C'est un pourcentage, donc en théorie mathématique, entre 0 et 100, mais en pratique plutôt compris entre 45 et 70 au grand maximum. Puis les autres variables sont des épaisseurs, donc en millimètres. Épaisseur de gras quand elle commence par un F, épaisseur de muscle quand elle commence par un M. Ensuite, la suite de la chaîne de caractères qui forme le nom des verbes explicatifs, c'est un site anatomique en fait. Donc split, c'est à la fente, à l'endroit où la carcasse est coupée en deux. 3-4 LV, c'est entre la troisième et quatrième dernière vertèbre. 3-4 LR, entre la troisième et quatrième dernière côte, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a bien 11 épaisseurs de gras ou de muscles. La fonction dim, que j'utilise souvent, elle me rappelle les dimensions du tableau, donc 60 lignes, 12 colonnes.
Et puis la fonction summary à utiliser quand on n'a quand même pas trop de variables, sinon ça prend toute la place sur l'écran. Qu'est-ce qu'on peut regarder ici? On peut par exemple regarder la proximité entre la médiane et la moyenne, qui est un indicateur de l'homogénéité de la répartition de chacune des variables. Si on avait une forte différence, une forte disparité entre moyenne et médiane, ça traduirait une hétérogénéité, une dissymétrie forte des répartitions. C'est pas le cas ici. Et puis on constate aussi qu'on n'a pas de données, manquantes. Voilà, donc on a un jeu de données complet à partir duquel on va pouvoir estimer les paramètres du modèle. Donc je rappelle que ajuster le modèle ou estimer les paramètres du modèle, ça s'appuie sur l'idée qu'on va choisir le modèle, c'est-à-dire l'équation bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta p xp, telle que cette équation soit la plus proche des données observées. Donc le modèle doit être le plus proche possible de l'observation. Proche, ça veut dire qu'on a fait le choix d'une manière de mesurer la proximité entre des données et un modèle. Et cette manière, dans le cas présent, c'est la somme des carrés des écarts entre les données et le modèle. Les données, c'est les YI. Le modèle, c'est bêta 0 plus bêta 1 xi1 plus bêta p xip. Et donc, on va chercher les valeurs de ces paramètres de telle manière à ce que la somme des carrés des écarts entre ces quantités soit la plus petite possible. Ce qu'il y a entre les parenthèses, là, c'est ce qu'on appelle le résidu. C'est l'écart entre le YI et puis le bêta 0 plus bêta 1 xi1 plus bêta p xip. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails calculatoires, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce problème d'optimisation qui consiste à chercher les coefficients bêta 0, bêta 1 et bêta p, minimisant cette quantité qu'on appelle le critère des moindres carrés, ça a une solution mathématique explicite, c'est-à-dire qu'on est capable de programmer une formule pour répondre à la question. Alors cette formule prend une forme de produit matriciel, donc il faut que je décrypte un petit peu cette formule. D'abord j'ai décomposé un petit peu en deux comme je l'ai fait jusqu'à présent. J'ai séparé le bêta 0 et puis le bêta. Bêta, c'est un vecteur avec tous les coefficients bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta p, je l'ai déjà introduit précédemment. Donc bêta chapeau, c'est l'estimateur de ce vecteur. Bêta 0 chapeau, c'est l'estimateur de bêta 0. Alors bêta 0 chapeau, c'est très facile lorsque l'on connaît les bêta 1 chapeau et bêta p chapeau. Donc ça, c'est une formule qui va marcher tout le temps en régression linéaire. Celle-ci, là, bêta chapeau égale la matrice inverse de variance-covariance dx multipliée par le vecteur des covariances entre x et y, elle ne va marcher que si cette matrice inverse, elle existe. Donc on verra cette situation plus tard, parce que c'est un peu ce qui fait le cœur de la problématique en grande dimension. La matrice Sx, c'est la matrice de variance-covariance des variables explicatives. Il faut que la matrice inverse de Sx existe pour qu'on soit capable de calculer les estimateurs des membres carrés. Dans quel cas ça n'existe pas? En particulier dans le cas où il y a des dépendances linéaires entre certaines variables. Si par exemple vous avez la mauvaise idée de mettre dans vos variables x1, x2 et puis comme troisième variable x1 plus x2, ça ne va pas marcher. Il va y avoir un message d'erreur, ça ne marchera pas. Parce que x1 plus x2, ça dépend linéairement de x1 et de x2. Alors, cette matrice de variance-covariance, je reviens un petit peu dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice de variance-covariance quand on a un profil de P variable explicative? C'est une matrice qui a P lignes et P colonnes. Et sur la diagonale, on va trouver les variances de chacune des variables explicatives. Et sur l'extra-diagonale, les termes extra-diagonaux sont les covariances entre les différentes variables explicatives. Donc c'est une matrice symétrique, parce que la covariance entre xi et xj, c'est la même chose que la covariance entre xj et xi. Et on va en voir un exemple dans R tout à l'heure. Et puis Sxy, c'est un vecteur qui a P composantes. Chacune de ces composantes est la covariance entre une des variables explicatives et Y. Donc on passe dans R.
c'est très facile à implémenter, je vais vous le montrer. X, c'est une matrice qui va contenir que les variables explicatives, donc j'ai enlevé la première colonne, j'ai mis un -1 ici pour enlever la première colonne. Y, ça va être le vecteur avec les pourcentages de viande maigre, donc ce qu'on va trouver dans la première colonne. Sx s'obtient grâce à la fonction var appliquée à x. Donc on obtient une matrice ici avec 11 lignes et 11 colonnes. Je vous en montre juste un extrait pour rappeler sa définition et pour qu'on comprenne bien ce qu'il y a dedans. Sur la diagonale, ici, on va trouver la variance de la variable fsplit. Ici, la variance de la variable msplit, etc., etc. Et sur l'extra-diagonale, on va trouver des covariances. Ça, c'est la covariance entre fsplit et msplit. Alors, la covariance ici est négative, parce que, évidemment, les covariations entre l'épaisseur de gras et l'épaisseur de muscle vont dans un sens opposé. Quand l'un augmente, l'autre diminue. Donc la covariance est négative. En revanche, la covariance entre deux épaisseurs de gras va être positive, ou la covariance entre deux épaisseurs de muscle va aussi, en général, être positive. C'est le cas ici, M-split et puis M3-4-LR par exemple. Maintenant, le vecteur SXY des covariances entre chacune des verbes explicatives et Y, donc c'est celui-là je peux vous le montrer dans l'intégralité, il n'y a que 11 valeurs, donc la valeur qui est ici c'est la covariance entre F-split et le pourcentage de viande maigre. Même raisonnement un peu sur les signes, le pourcentage de viande maigre, il covarie de manière négative avec des épaisseurs de gras et de manière positive avec des épaisseurs de muscles. Le pourcentage de viande maigre est d'autant plus grand que l'épaisseur de muscle est grand et d'autant plus petit que qu'une épaisseur de gras est petite. Et puis pour calculer le Sx-1 multiplié par Sxy, il y a une fonction qui s'appelle solve. Il faut lui donner comme argument Sx et Sxy et ça calcule exactement Sx-1 fois Sxy. Donc voilà. Pas d'erreur de calcul, ça me calcule les 11 coefficients. Le premier, l'estimation de bêta 1, c'est moins 0,277, puis ensuite 0,123, etc., etc. Bien évidemment, j'ai fait ça à la main pour vous montrer qu'il n'y a aucune difficulté, c'est juste une formule que j'applique, mais en pratique, on va utiliser des fonctions qui sont conçues pour ça. La fonction GLM en est une. Elle prend comme premier argument et comme argument essentiel la formule du modèle. Cette formule, elle aura toujours le même format dans R. Elle a un élément central qui est le tilde là. Et à gauche du tilde, on va trouver le nom de la variable réponse. Ici, c'est le pourcentage de viande maigre. Et à droite, on va trouver l'écriture du modèle en fonction de x. Donc en général, ça prendra la forme x1 plus x2 plus x3, etc., etc. Si vous mettez un point comme ça, c'est en fait un raccourci d'écriture pour dire qu'il faut mettre dans le modèle toutes les variables du jeu de données, sauf évidemment la variable LMP. Donc je lance cette commande-là. Et juste pour vous montrer que... Hop là, trompé, je lance cette commande-là. Voilà, je le refais. Et juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de magie là-dedans, j'ai juxtaposé dans un tableau, dans un data frame, le bêta que j'ai calculé à la main, l'estimation du vecteur bêta que j'ai calculé à la main, bêta calc, et puis l'estimation du même bêta, mais avec la fonction GLM. Donc j'ai pris les coefficients avec la fonction coef qui extrait les coefficients du modèle, mais j'ai pas gardé le premier parce que c'est le bêta 0. Et donc j'ai mis tout ça dans un tableau côte à côte. Et donc vous voyez qu'il y a une correspondance parfaite entre les deux calculs. Il a fait exactement ce calcul qui consiste à calculer Sx-1 fois Sxy. Donc ça c'est pour la méthode des moindres carrés. Dans des cas simples ou dans des cas où j'ai pas de problème d'inversion de la matrice Sx, la matrice de valence-covariance des x, j'applique juste une formule et puis j'obtiens le résultat. Maintenant, je vais m'intéresser à la manière de mesurer la proximité entre le modèle que je viens d'estimer et mes données.
Donc pour ça, je vais mesurer la proximité entre mes données y et ce que je vais appeler les valeurs ajustées de y. Donc la valeur ajustée de y, c'est la valeur que je reconstruis pour y, que j'appelle y chapeau, à partir des données en x. Le modèle me permet de reconstruire une valeur de y à partir des données en x en appliquant l'équation du modèle. Bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x1, etc. etc. Ça, c'est la valeur ajustée. Donc pour mesurer la proximité entre les valeurs ajustées et les valeurs observées, je calcule la somme des carrés des écarts entre y et y chapeau. Ça, c'est conforme à l'utilisation de la méthode des moindres carrés. Donc je vais passer dans RStudio pour vous montrer ça. Dans R, on a une fonction qui s'appelle residuals qui va extraire les résidus. Je les élève au carré en mettant un chapeau 2 et je fais la somme des résidus au carré et j'appelle ça RSS comme residual sum of square. Ça me donne une valeur qui est donnée ici, là, 119,05. Alors le 119,05, je ne sais pas réellement l'interpréter. Je ne sais pas si je peux dire que ça correspond à un bon ajustement ou un mauvais ajustement. Il va falloir, pour répondre à cette question, que je le compare à une valeur un peu de référence. Et la valeur de référence, je l'obtiens, et là je reviens un petit peu sur la diapositive, je l'obtiens en calculant la même quantité sur le modèle le plus mauvais possible, qui est le modèle nul. Alors, le modèle nul, c'est un modèle dans lequel il y a des faits d'aucune variable explicative. Donc j'ai enlevé toute la partie bêta 1 x1 plus bêta pxp, plus bêta 2 x2 pardon, plus bêta pxp. Il me reste plus que bêta 0. Donc c'est un modèle qui me dit que y c'est une constante plus un bruit. Et la qualité d'ajustement de ce modèle, elle est mesurée de la même manière que je l'ai fait précédemment, en faisant la somme des carrés des écarts entre y et y estimé par ce modèle, mais y estimé par ce modèle, c'est juste la moyenne en fait, parce que j'ai considéré que c'était une constante dans le modèle. Donc la somme des y moins y bar au carré, que j'appelle RSS0, ça mesure la qualité d'ajustement du modèle nul. Je vais la calculer ici. Donc le modèle nul, je l'obtiens en ajustant, en utilisant la fonction glm et en mettant ici un 1 à droite du tilde. Donc lmp tilde 1, ça veut dire que je vais ajuster le modèle nul. J'appelle ça mode 0. RSS0, c'est la somme des résidus au carré de ce modèle. Et vous voyez que RSS0 vaut 705. Donc là, on est plus en situation de dire 119, finalement, c'est pas mal, parce que le pire des modèles a une qualité d'ajustement qui est mesurée par cette valeur de somme des carrés résiduels qui vaut 705. On a quand même pas mal réduit la somme des carrés des résidus. Alors, plus précisément, on a un coefficient qui va mesurer le pourcentage de variabilité à mesurer par une somme de carrés d'écart expliquée par les x par rapport au modèle nul. Et ce coefficient s'appelle le coefficient R2. Donc il fait la différence entre... Pardon, il fait le rapport, excusez-moi, entre la différence entre RSS0 et RSS, donc le 705 moins le 119, là, il compare ça à RSS0. Et c'est pour ça qu'il s'interprète comme un pourcentage, comme une proportion. Donc là, je vais faire le calcul une première fois. Vous voyez que le R2 ici vaut 0,83 et on dira que ce 83% là, c'est le gain en rajoutant les variables explicatives. Donc c'est le pourcentage de variabilité expliqué par les variables explicatives. Une autre manière de voir les choses, je retourne sur la diapositive, c'est complètement équivalent, c'est de remarquer que cette quantité-là, ça peut être vu aussi comme le carré de la corrélation entre les valeurs observées de y et les valeurs ajustées de y. Juste pour vous faire, entre guillemets, la démonstration de ça, j'extrais les valeurs ajustées grâce à la fonction fitted. Donc les valeurs observées, je les mets dans un vecteur, mais c'est déjà la colonne LMP du jeu de données PIG. Alors pardon, il faut que je lance toute la commande. Et puis la corrélation au carré va me donner exactement la même valeur de 0,83. C'est la même chose. Cette définition alternative du R2 va être pratique
dans des situations où des modèles seront plus compliqués que, que des modèles linéaires et dans lesquels je ne pourrais pas trop avoir cette décomposition en somme des carrés des écarts résiduels. Donc je vais plutôt, pour des modèles compliqués, faire référence à cette définition du R2 qui est le carré de la corrélation entre les valeurs observées et les valeurs ajustées. Alors oui, pour terminer, la correspondance entre les valeurs observées et les valeurs ajustées, on peut la visualiser grâce à un graphique, un nuage de points, un scatter plot en anglais. En abscisse, je vais mettre les valeurs observées de Y. En ordonnée, je vais mettre les valeurs ajustées de Y. Le type du graphique, ce sont des points, c'est pour ça que j'écris type égale P. PCH égale 16, c'est pour avoir des disques pleins à la place des points. Les autres critères sont esthétiques, hein, donc il y a le nom des axes, abscisse et ordonnée, x lab, y lab, il y a le titre du graphique, et puis ici tout ce qui est CEX, là ce sont des facteurs d'expansion en fait des caractères, c'est pour multiplier par 25% la taille des caractères, pour les titres des axes, pour les graduations, et même pour le titre ici. Je rajoute à ce graphique, grâce à la fonction abline, la droite d'équation y égale x, donc d'ordonnée à l'origine 0 et de coefficient directeur 1. Et puis je vais même rajouter un texte qui est positionné à l'abscisse 50 et à l'ordonnée 65. Et le texte c'est celui-là, il donne la valeur du R2. Avec pareil un caractère d'expansion pour avoir un texte un peu gros et donc lisible. Je lance toutes ces commandes ensemble pour produire le graphique. Je fais un zoom. Donc le R2 est rappelé ici. La droite là d'équation y égale x, elle me permet de constater qu'il y a une bonne correspondance entre les valeurs ajustées et les valeurs observées, au sens où on a un bon alignement des points là, observés, ajustés sur la droite y égale x. Il y a quelques écarts évidemment. Et donc les résidus, on peut les voir ici. Celui-là c'est sans doute le plus gros résidu parce que les résidus c'est la valeur ici verticale, la distance verticale ici entre la valeur en ordonnée observée et puis la valeur en ordonnée projetée sur la droite. Mais ce résidu reste raisonnable. On a une impression globale qui est de bon ajustement, confirmée par le R2 qui vaut 83%. Voilà, donc j'ai abordé la question de la régression en insistant sur le fait que j'ai un critère pour estimer un modèle de régression dans le cas où y est quantitatif continu, qui est le critère des moindres carrés, c'est le critère de référence. Pour mesurer la qualité d'ajustement, j'ai un critère qui est la somme des carrés des écarts résiduels, RSS, que je sais calculer dans R, et je peux même aller plus loin et avoir des représentations graphiques qui me confirment la bonne correspondance entre les valeurs observées et les valeurs ajustées. Je vais décliner maintenant exactement la même chose, mais dans le cas de la classification, c'est-à-dire dans le cas où Y est une variable réponse catégorielle aka classe. Pour ça, j'introduis un nouvel exemple dans un autre contexte. Alors, le contexte est le suivant. On cherche à deviner, à prédire quel est le cycle de production d'un café à partir de son profil physico-chimique. Donc Y, c'est le cycle de production du café. C'est une variable catégorielle qui a, dans mon exemple, là, 7 classes possibles. Il y a 7, j'ai mis 6, mais je crois que c'est 7. C'est une erreur de frappe. Il y a 7 sites de production possibles. Et pour deviner quel est le site de production parmi ces 7, j'ai accès à de l'information sur les concentrations d'acide chlorogénique, de caféine, de trigonelline, de matière grasse et de matière sèche de ces cafés. Alors, l'équivalent du modèle de régression linéaire multiple, dans le cas présent, c'est un modèle qui est un peu plus compliqué, en tout cas qui prend une
une allure un peu plus compliquée d'un point de vue mathématique, qu'on appelle le modèle de régression linéaire logistique multinomiale. Je vous ai dit que dans le cas où y était une variable de classe, l'espérance indicée par x là, de y, la valeur de y moyenne pour les individus qui partagent x, était remplacée par un vecteur, le vecteur des probabilités de chaque classe. Donc on retrouve ces probabilités ici, là, dans les équations. P indice x de y égale y2, ça signifie la probabilité pour les individus qui ont le profil x de venir du deuxième cycle de production. Donc ces équations-là, il y en a... alors ça va jusqu'à 7 en fait, c'est pas 6, je me suis trompé, je crois qu'il y en a 7. Ça va jusqu'à 7, donc ces équations-là, il y en a autant qu'il faut, en l'occurrence 7, pour être capable de déduire ces 7 probabilités à partir des x. Il y a pour autant ici seulement 6 scores linéaires, et non pas 7, parce qu'il y a une autre équation que je n'ai pas rajoutée ici, mais qui est une équation assez évidente. Il faut que la somme des probabilités soit égale à 1, puisqu'il faut que le site de production soit bien quelque part parmi ces 7-là. Donc ici, il y a seulement 6 équations, alors qu'il y a 7 sites de production. Alors ces équations, quelle tête elles prennent? Donc ça c'est le cœur du modèle de régression logistique. Et bien ce sont à gauche là des log ratios de probabilité par rapport à une modalité de référence. Par défaut, dans R, la modalité de référence c'est la première qui arrive. Donc tout ce qui est au dénominateur ici, c'est à chaque fois la probabilité de venir du premier site de production. Et au numérateur, on a les probabilités de venir du deuxième site de production, du troisième site de production, etc. Et ici, on va retrouver des scores linéaires. Des scores linéaires, c'est-à-dire des équations de la forme β0 plus β1x1 plus βpxp avec des coefficients qui sont différents d'un score linéaire à l'autre. Ok, donc il y a, en l'occurrence ici, beaucoup plus de paramètres que dans un modèle de régression linéaire, parce que dans un modèle de régression linéaire classique, ce que je modélise, c'est la valeur moyenne toute seule. Espérance de y sachant x, c'est la valeur moyenne de y parmi les individus qui ont profil x. Là, je vais modéliser simultanément cette probabilité, et donc je vais introduire plus de paramètres. Le modèle de régression linéaire logistique classique, si je ne rajoute pas multinomial, c'est celui où j'ai seulement deux classes, et donc c'est seulement la première équation qui compte là. J'ai seulement la première équation. Et donc ce modèle de régression logistique, là, lui, il n'a qu'un seul score linéaire, comme dans la régression linéaire classique. Alors, pour estimer les paramètres de ce modèle, je vais avoir un même principe qui est de dire, je veux trouver les valeurs de ces coefficients bêta de telle manière à ce que le modèle soit le plus proche des données. Ce qui est très différent entre cette situation et la précédente, c'est que la manière de mesurer la proximité des données ne va pas être le critère des membres carrés. Ça va être un critère qu'on appelle la vraisemblance. Comment est-ce qu'on peut voir le critère de vraisemblance? Eh bien, je vais l'introduire ici. La vraisemblance, c'est une quantité que j'appelle L ici comme likelihood en anglais. Cette quantité dépend de bêta, ça dépend du modèle. Pour chaque valeur de bêta, ces équations vous permettent de calculer les probabilités pour qu'un individu vienne du site 1, du site 2, du site 3, etc. Et donc pour chaque valeur de bêta, vous êtes capable de calculer la probabilité pour que l'individu 1 vienne du site réellement observé pour cet individu. En l'occurrence, si ma mémoire est bonne dans le jeu de données, il vient du site 1. Pour l'individu 2, pareil, les coefficients bêta vous permettent de calculer la probabilité pour qu'il vienne du site où il a été réellement observé. Et donc pour chaque individu, vous êtes capable de mesurer la probabilité avec vos coefficients bêta de venir du site réellement observé. Si ces probabilités sont élevées, ça veut dire que les coefficients sont tels que vous êtes capable, à partir de vos coefficients et de vos x, de prédire à chaque fois le site qui a été réellement observé. Et donc le modèle est proche des données. Ça veut dire que la vraisemblance du modèle va être élevée. Si en revanche, quand vous appliquez ces calculs, vous constatez que la probabilité
que le premier individu vienne du site 1 est très petite, alors qu'effectivement il vient du site 1, bah, ça veut dire que votre modèle n'est pas bon. Et donc votre modèle n'est pas vraisemblable. Donc c'est un peu ça le principe. Pour calculer la vraisemblance du modèle, on va faire le produit de ces probabilités et on va obtenir une sorte de probabilité globale pour l'ensemble des sites de production observés pour chacun des individus, calculée à partir du modèle. Si cette probabilité est élevée, c'est que le modèle a été capable de prédire pour chaque site de production réellement observé que c'était bien celui-là. Si en revanche la probabilité est faible, ça veut dire qu'il s'est trompé et qu'il n'a pas été capable de prédire le site de production qui a été effectivement observé. En général, on ne travaille pas directement avec cette vraisemblance, même si on appelle ça la méthode du maximum de vraisemblance, la méthode d'estimation qui consiste à trouver les valeurs de bêta maximisant la vraisemblance, on appelle ça la méthode du maximum de vraisemblance. On introduit un autre critère qui se déduit directement de la vraisemblance, donc il n'y a pas de nouveauté importante, simplement une autre façon de voir les choses. Cet autre critère, il est calculé en prenant moins 2 fois le logarithme de la vraisemblance. Il a un avantage, ou il a plutôt 2 avantages. D'abord, cette déviance, elle s'interprète de manière opposée à la vraisemblance. La vraisemblance, plus c'est élevé, meilleure est la qualité du modèle. Plus c'est faible, plus mauvaise est la qualité du modèle. La déviance, c'est le contraire. Plus la déviance est faible, meilleure est la qualité du modèle. C'est à cause du moins, là. Et plus la déviance est élevée, plus mauvaise est la qualité du modèle. Donc ça s'interprète un peu comme une somme de carrés d'écart, comme un RSS. Par ailleurs, la vraisemblance, c'est forcément compris entre 0 et 1, puisque c'est un produit de probabilité, et souvent même c'est très petit. Si on calcule des vraisemblances, on a des choses qui peuvent être de l'ordre de 10-24 ou 10-12, ou des choses comme ça. Parce qu'on fait des produits de choses qui sont entre 0 et 1. En passant au log, on change la plage d'observation, la plage de variation de ce critère, et la déviance est comprise entre 0 et plus l'infini. Donc plus c'est grand, plus c'est proche de l'infini, on va dire, moins bonne est la qualité d'ajustement du modèle, et plus c'est proche de 0, meilleure est la qualité d'ajustement du modèle. Donc cette déviance, c'est vraiment juste un changement de perspective par rapport à la vraisemblance, mais on fait la même chose. On cherche le bêta qui minimise la déviance, et contrairement à ce qui se passe quand on fait de la régression linéaire multiple, on n'a pas de formule explicite à vous proposer pour bêta. Il y a un algorithme qu'il est facile d'implémenter pour trouver des valeurs estimées de bêta, mais il n'y a pas de formule explicite. Cet algorithme, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour le mettre en œuvre dans R. Je vais commencer, parce que je ne l'ai pas encore fait, à importer les données dont je parle là, les données coffee.txt. Donc cette fois, on a 240 individus, donc 240 cafés et 6 variables. On va regarder un tout petit peu ces données avant de rentrer dans le détail. Donc 240 individus. Les 6 variables sont CGA, c'est la concentration en acide chlorogénique. C'est une quantité importante pour les cafés, pour la qualité des cafés. Taux de caféine, taux de matière grasse, taux de trigonelline, taux de matière sèche, dry matter, et puis la localisation. Et je constate que la localisation, ça a été apporté comme une variable quantitative. Donc je fais une première opération qui consiste à le convertir en classe, en facteur, en utilisant la fonction factor. Et quand je refais le summary de ce jeu de données, je constate que mon opération a eu le résultat suivant. Localisation est désormais une variable qualitative. Dans la classe 1, donc venant du premier site de production, on a 50 cafés. Dans la classe 2, donc venant du deuxième site de production, on a 26 cafés, etc. etc. Donc ça, c'est absolument fondamental. Si vous ne le faites pas, tout le reste derrière ne marche pas. Pour estimer les coefficients du modèle, j'utilise la fonction multinome qui appartient au package nnet. Ce multinome est implémenté un peu comme la fonction glm. Il y a une formule ici. La formule, elle est centrée sur un tilde. À gauche du tilde, il y a la variable réponse et à droite les variables explicatives. Donc comme
je modélise la localisation en fonction de toutes les verbes explicatifs. Je mets un point ici, c'est mon raccourci d'écriture, et je lance ça. Alors ça vaut le coup de regarder ce qu'il fait. Alors d'abord il vous dit 36 variables, il n'y a pas 36 variables, mais en fait il y a 36 paramètres, puisque je vous l'ai dit, il y a 7 sites de localisation, sites de production. Donc s'il y a 7 sites de production, ça veut dire qu'il y a 6 scores linéaires, et chacun des 6 scores linéaires a 6 coefficients, puisqu'il y a 5 variables explicatives plus le bêta 0, donc ça fait 36 paramètres. Il vous montre un peu là, ce qu'on appelle la trace de l'algorithme itératif. Donc il est parti d'un point de départ que je ne vous décris pas, il a pris des valeurs initiales pour les bêtas, et ensuite il a un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Newton-Raphson, qui permet de s'approcher progressivement de la solution qui minimise la déviance. Donc on voit ici comment est-ce que la déviance est minimisée au fur et à mesure des itérations. À la 10e itération, il était arrivé à 362, à la 20e à 248, etc., etc. Et puis là, ça commence à stagner un peu, mais il dit que la valeur finale, c'est 196,21, et qu'il a stoppé parce qu'il ne veut pas aller au-delà de 100 itérations. Il a un critère interne qui lui dit de s'arrêter à 100 itérations. Alors ça, c'est pas très satisfaisant parce qu'il n'a pas convergé, donc on peut modifier ce critère en disant, en le déclarant ici, grâce à l'argument max_it, donc maximum du nombre d'itérations. Là, j'ai pris 200, et si je prends 200, vous verrez que ça prend un peu plus de temps, mais finalement, il va s'arrêter après 150 itérations. Il a convergé, il vous le dit grâce à ça, et finalement, il s'arrête à 192,72. C'est la déviance après convergence. Donc, précédemment, c'était 196,21, donc il est allé un peu plus bas, et il arrive à 192. Si je demande les coefficients, là, vous verrez que même si la déviance n'est pas tellement différente, si je compare les coefficients, c'est quand même assez saisissant. Où est-ce qu'ils sont les coefficients? Ah ben, je ne vous les ai pas montrés avant. Je refais. Donc je m'arrête à 100 itérations. Les coefficients, donc par exemple le bêta 0 ici, correspondant au premier score linéaire, ça vaut moins 127. Maintenant, je vais jusqu'à la convergence. Et le bêta 0 n'est plus que moins 75. Donc les valeurs des coefficients sont quand même pas mal impactées par le fait d'avoir été jusqu'à la convergence. Ça vaut le coup de regarder quand même si on est bien sur des convergences d'algorithmes quand on estime ce genre de modèle. Donc maintenant je sais estimer les paramètres de modèle. J'ai utilisé un critère pour mesurer la distance entre des données et le modèle qui est la déviance. Et donc je suis capable de calculer la déviance résiduelle. Je viens de vous la montrer, là, 192,72. Alors ici, en fait, la déviance résiduelle qui est donnée par la fonction déviance ici, c'est pas tout à fait la même qui est donnée ici, oui. Alors je reviens sur ce que j'ai dit. Ici, ça c'est une fonction de la déviance, mais c'est pas exactement la déviance. La bonne déviance, elle est donnée par la fonction déviance ici. Et donc ça c'est le 385, là c'est la plus petite déviance parmi tous les modèles de régression logistique multinomiale possibles pour ces données-là. Voilà, donc de la même manière que précédemment, je vais revenir un peu sur la diapositive. On sait calculer la déviance qui est ici, mais pour justifier du fait que cette déviance est faible, auquel cas on dira que l'ajustement est bon, ou au contraire qu'elle est élevée, auquel cas on dira que l'ajustement n'est pas bon, et il faut la comparer à une référence, et la référence qu'on se donne en général, c'est le modèle nul, donc ce que j'ai appelé ici la déviance du modèle nul avec seulement bêta 0. Donc ce qu'on va regarder, c'est la déviance expliquée, c'est-à-dire l'écart entre la déviance du modèle nul et la déviance du modèle avec toutes les variables. Je vais procéder comme je l'ai fait pour la régression tout à l'heure. Je vais ajuster le modèle nul. Et donc, je vais faire la différence entre la déviance résiduelle du modèle nul et la déviance du modèle. Donc, on a une déviance du modèle qui est 385. Mais la déviance du modèle, elle est
pas si mauvaise par rapport à la déviance du modèle nul, puisqu'on a quand même un écart de 456 avec la déviance du modèle nul. La déviance du modèle nul est 456 points plus grande que la déviance du modèle avec toutes les variables. Donc ça veut dire qu'on a quand même réduit de moitié, de plus de la moitié même, la déviance en rajoutant des verbes explicatifs par rapport au modèle nul. Donc ça c'est le premier indicateur du fait que nos variables elles sont pas si mal que ça, elles permettent d'expliquer de la déviance. Ensuite on a des indicateurs plus graphiques pour évaluer la qualité d'ajustement du modèle. Je reviens une dernière fois sur la diapositive ici. Donc pour évaluer la qualité d'ajustement d'un modèle de régression, j'ai comparé les valeurs ajustées et les valeurs observées. Ici, il faut qu'on s'entende sur ce qu'on appelle les valeurs ajustées des classes. Alors, les valeurs ajustées des classes, comment est-ce qu'on les obtient? L'idée, c'est qu'on va utiliser une règle qui permet d'associer à des probabilités estimées d'appartenir aux différentes classes une classe prédite. Et cette règle, c'est ce qu'on appelle la règle de Bayes. C'est vraiment une règle intuitive qui consiste à dire pour chaque individu, je suis capable de calculer la probabilité pour qu'il vienne du premier site de production, du deuxième site de production, du troisième site de production. Et la classe prédite, c'est la classe de plus grande probabilité, tout simplement. Donc je vais avoir les classes prédites, les classes observées, et je vais pouvoir comparer les observations et classes à partir de la table de contingence de ces deux quantités-là. C'est ce que je vous montre ici. Alors d'abord, je vais le faire dans le détail. D'abord, je vais calculer les différentes probabilités d'appartenance aux 7 sites de production grâce à la fonction fitted. Donc je lance la fonction fitted. Je calcule une matrice proba. Donc proba, c'est une matrice qui a 240 lignes, une par individu, et 7 colonnes qui sont les probabilités pour chaque individu, calculées avec le modèle, de venir de chaque site de production. Alors juste pour vous montrer la correspondance entre ces probabilités et les observations, donc observed class, c'est les classes observées, les sites de production observés, et je les mets dans un même tableau avec la fonction dataFrame, les probabilités et les classes observées, et je vous montre les 6 premières valeurs avec la fonction head. Par exemple, le premier cas fait, si je calcule les probabilités de venir des différents sites de production, j'observe qu'il a une probabilité de 47% de venir du site 1, de 30% de venir du site 2, de 5 pour 1000 de venir du site 3, etc., etc. Donc la plus forte probabilité, c'est site 1. Et effectivement, il a été observé comme venant du site 1. Je prends n'importe quel autre individu, alors celui-là il est encore plus facile. Il a quasiment que des probabilités très faibles de venir de tous les sites de production, sauf le site 4, où il a une très forte probabilité de venir du site 4, et effectivement il vient du site 4. Donc on voit comme ça le modèle n'est pas si mauvais parce qu'il a tendance à, d'après ce qu'on voit en tout cas ici, à attribuer des probabilités plus fortes de venir du site de production réellement observé. Donc il y a une bonne correspondance entre les probabilités et les classes observées. Pour aller plus loin, j'applique la règle de Bayes, qui consiste à prédire, à partir du modèle, en prenant le site de production de probabilité maximale. C'est ce que j'appelle la règle de Bayes pour prédire. Donc j'obtiens comme ça les classes ajustées. Je vous montre juste les classes ajustées, les premières, là, les 6 premières. 1, parce qu'on a déjà vu, c'est 47%, c'est la classe de probabilité maximale ici. C'est la probabilité maximale pour le site de production 1. Pour le troisième, là, la probabilité maximale, c'est 0,594, ça correspond au site 6, donc ça a été prédit à 6, et également d'ailleurs observé à 6, etc., etc. Et maintenant, pour observer la correspondance entre classe observée et classe ajustée, je construis ce que j'appelle la matrice de confusion. C'est une table de contingence entre ces deux quantités, là, les classes observées et les classes ajustées. Donc ça me dit que parmi les 50 individus qui viennent du site 1, il y en a 33 qui ont été classés dans le site 1 avec cette règle-là et ce modèle. Et puis il y a quand même de la confusion avec le site numéro 6, puisque j'en ai 13 qui ont été classés de manière erronée dans le site de production numéro 6.
Alors ces chiffres bruts-là, ils sont un peu désagréables à interpréter, notamment parce qu'on n'a pas le même nombre d'individus par site de production. Le nombre d'individus par site de production, il est donné par les sommes en ligne, que j'obtiens avec la fonction rowSums. Donc c'est 50 individus pour le premier site de production, mais seulement 13 pour le quatrième site de production, par exemple. Et au passage, ils ont tous été bien classés, ceux-là. Donc pour tenir compte de ça, souvent ce qu'on regarde, c'est cette matrice de confusion, mais à partir de pourcentage en ligne. Donc 33, c'est quel pourcentage par rapport à la somme de la ligne qui est de 50. Donc pour obtenir ces pourcentages, moi je le fais un peu à la main. Je divise la matrice de confusion par la matrice qui a 50 ici sur tout de la ligne, 26 sur tout de la ligne, 26 sur tout de la ligne ici, 13 sur tout de la ligne, etc. Alors, pour obtenir cette matrice, j'utilise la fonction outer. C'est le produit extérieur en mathématiques, outer. Produit extérieur de vecteur. Je vous montre ce que ça donne. J'ai pris le produit extérieur du vecteur des marges lignes, que je vous ai montré au-dessus, là, 50, 26, 26, 13, etc. Du vecteur des 1, donc ça va multiplier ces deux vecteurs pour créer une matrice qui a 7 lignes et 7 colonnes, comme la matrice de confusion. Et on retrouve bien sur la première ligne que des 50, sur la deuxième que des 26, sur la troisième que des 26, etc. etc. Donc je divise confusion par cette matrice et je multiplie par 100 pour avoir les pourcentages en ligne. Et alors la fonction round, c'est juste pour avoir un arrondi à 3 décimales. Donc on confirme bien qu'on a 66%, 33 sur 50, ça fait bien 66% d'individus bien classés dans la classe 1, 100% dans la classe 4, et que par contre pour la classe 2, c'est un peu une catastrophe, on n'a que 34% d'individus qui sont bien classés comme venant du site de production numéro 2. Donc cette matrice de confusion elle nous permet de mesurer l'ajustement du modèle au sens où on observe les problèmes de correspondance entre les valeurs ajustées et puis les valeurs observées. Donc je m'arrête là pour ce diaporama. J'ai vu en parallèle les premières méthodes pour ajuster des modèles de régression dans des configurations simples, au sens où on a peu de variables et également peu d'individus, même si on en a suffisamment, c'est-à-dire plus que le nombre de variables. Dans deux cas, régression linéaire multiple, et puis lorsque la variable y est une variable de classe, modèle de régression logistique multinomiale. Donc maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'essayer de répondre à l'exercice qui est fourni sur le Moodle, qui consiste à reprendre tout ça, mais sur un jeu de données un peu plus conséquent, dans lequel on a plus de variables pour voir si tout ça, ça s'adapte bien ou s'il y a des ajustements à faire. Et quand on aura observé ça, on introduira la deuxième partie de ce podcast qui consistera à apporter des correctifs à ces méthodes pour qu'ils abordent mieux les questions de grande dimension notamment.